La réalité, c'est que maintenant, toutes les entreprises veulent passer à l'agentique et au développement avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, si elles veulent obtenir des vrais résultats et justement des vrais gains de productivité, elles doivent embrasser maintenant ces mouvements qui sont le software on the chip et le lean, etc. Pour moi, un ou une bon tech leader, c'est quelqu'un qui comprend complètement son contexte. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série thématique qui est dédiée à nos speakers de notre prochain Tech Rock Summit qui se tiendra les 1er et 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris. Je suis Nathalie Lamy, VP Engineering pendant plus de 25 ans dans l'industrie télécom et objets connectés. Et aujourd'hui, je fais du conseil en organisation et management d'équipes techniques. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Arthur Magne, CPO chez Pacmine. Bonjour Arthur. Et bonjour Nathalie. Et pour ceux et celles qui te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi donc je suis Arthur Magne, je suis CPO aujourd'hui de Pacmine, j'en étais CTO à la création de l'entreprise, donc on pourra peut-être en parler aussi, lors de ce podcast. Ça fait un peu plus de 10 ans du coup qu'on travaille dans la qualité logicielle et aujourd'hui j'ai, ce rôle un peu, d'expert sur la partie, intelligence artificielle et Gen AI dans les équipes. Donc tous les sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et justement, tu as dit, en introduction que tu as été CTO, tu es CPO. Quand on s'est parlé avant ce podcast, tu m'as dit, parfois: «Je suis CPTO». Donc est-ce que tu peux justement un peu dire, quelles sont tes missions chez Pacmine aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, j'ai commencé comme CTO, parce que bon, je raconterai un petit peu l'histoire de Pacmine après, mais j'avais vraiment ce côté, garant de la technique en interne et au fur et à mesure des années, à force de parler avec, des clients, les entreprises qu'on a eues pendant un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain avec les équipes, à voir comment les équipes s'organisaient, justement les équipes tech et petit à petit, je me suis rendu compte qu'avec l'évolution rapide dans l'IT, surtout depuis qu'on a la Gen AI qui est arrivée, il faut se tenir au courant chaque semaine, tous les jours même des nouveautés, de ce qui sort, de comment les entreprises, fonctionnent, sur l'utilisation justement de Copilot, Cursor, des agents et cetera et en fait, c'est un travail à plein temps. Je peux plus gérer en interne, la partie tech, pour nous et en même temps, suivre justement les évolutions du produit qu'on doit faire pour s'adapter au marché, à la vitesse à laquelle il évolue aujourd'hui. Donc c'est Cédric, mon associé cofondateur, qui a repris le rôle de CTO interne et moi, du coup, je suis CPO, donc pour accompagner, les entreprises qui vont utiliser notre solution et pour voir surtout, comment ça se passe aujourd'hui sur le marché. Mais j'ai aussi ce rôle de CTPO parce qu'il y a ce rôle de field CTO qui existe également, qui est un petit peu le côté, CTO, mais en externe. Donc, c'est pas le CTO interne pour notre équipe, mais c'est plutôt de voir comment est-ce que des entreprises vont utiliser notre solution. Donc en fait, j'ai un rôle de CPO, mais technique aussi, vu que je suis évidemment développeur à la base. Il y a ce côté technique qui revient. Oui, c'est pas toujours simple de bien, comment dire, séparer les rôles, de trouver. Je pense que ça s'adapte, aussi en fonction des profils qui sont dans une entreprise et il y a pas forcément, une organisation qui fonctionne partout. Justement, on va revenir sur, l'histoire de Pacmind. Est-ce que tu peux un peu raconter, quand est-ce que tu as créé, la boîte? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et rentrer un peu plus dans les détails de votre mission. Surtout que c'est le point important parce que c'est l'histoire de Pacmine qui, nous a amenés là où on en est aujourd'hui et c'est ça qui m'a amené à parler justement au Tech Rock Summit. Parce que c'est, toute l'évolution pendant ces années qui, ont permis de voir l'évolution du marché justement et d'avoir ces retours d'expérience. Donc comment ça s'est passé? En fait, il y a un peu plus de 10 ans, donc en 2014, je terminais mon stage, dans une grande ESN pour un grand compte, un grand client, truc très très barbant, on va dire, assez classique, où, on travaillait sur un projet, en Lotus Notes, donc vraiment un vieux langage, tout le code était dans le même fichier. Enfin, la qualité, en fait, était vraiment, assez catastrophique et c'était très différent de ce que j'avais pu voir justement à l'université et ça m'a un peu choqué d'arriver dans ce monde, où je me dis: «Ben, on apprend des choses pendant, plus de 5 ans à l'université sur la qualité logicielle, les tests, l'architecture et cetera et en fait, on arrive dans le monde réel et quand je voyais ce que faisaient mes collègues, hein, à l'époque, je me rendais compte que chaque projet était très différent, qu'il y avait, une différence de qualité, en fait et de niveau de maturité sur les projets qui était énorme et je m'attendais pas à ça
Et je me suis dit: «Comment ça se fait que, pour des grandes entreprises comme, celle pour laquelle je travaillais, on puisse arriver à des niveaux, de qualité aussi catastrophiques?» Et en fait, aussi par chance, pendant que je faisais mon stage, mon, maître de stage qui était Xavier Blanc, qui aujourd'hui est directeur du laboratoire de recherche de Bordeaux, cherchait quelqu'un pour, cofonder une start-up sur la qualité logicielle. Ça tombait bien parce que moi j'étais en plein dans la non-qualité logicielle, donc ça a permis de enfin tout de suite je me suis jeté évidemment sur ça, hein, même s'il y avait des risques évidemment, quand j'ai vu le potentiel, je me suis dit: «Ça va être super intéressant». Donc en fait, Pacmine a été créé à ce moment-là, donc ça s'appelait Promise d'ailleurs à l'époque. Et donc l'histoire, c'est qu'on est parti du laboratoire de recherche de Bordeaux, donc c'était à la base des sujets de recherche autour de la dette technique. Donc qualité logicielle, dette technique, architecture et cetera. Petit à petit, au fur et à mesure des années, on a travaillé sur des sujets justement de gamification de la dette technique. Donc on est passé sur un aspect un peu culturel dans les équipes. Parce que la dette technique, c'est pas juste un sujet tech, c'est plutôt un sujet culturel et d'humain derrière. Je pense qu'il y a eu beaucoup de podcasts et de discussions, sur TechRock justement sur ces sujets-là. Et donc on a travaillé, sur cette gamification, on a travaillé sur la performance des équipes IT et petit à petit, du coup, on en est amené à, faire évoluer un peu notre produit sur du partage de connaissances dans les équipes et de l'animation justement des équipes techniques. Donc j'en parlerai après quand on parlera plutôt des rencontres marquantes justement, de notre vie. Mais il y a eu, l'arrivée du software craftsmanship, de tout ce qui était justement, culture de l'excellence et cetera. Donc au bout de quelques années, on a vraiment essayé d'intégrer ça dans notre entreprise et dans la solution. Et évidemment en 2021 arrive 2021-2022 arrive la GenAI, arrive GitHub Copilot, arrive une nouvelle manière de développer et quelque chose qui change radicalement quand même aujourd'hui notre quotidien dans les équipes tech. Et quand on a vu ça, on s'est tout de suite posé la question de ça va avoir quel impact sur la qualité des entreprises, justement des systèmes techniques, ça va avoir quel impact sur la dette technique, parce que quand on a du code qui est généré par des agents IA qui vont se référer à du code générique qui est peut-être de très mauvaise qualité, comme celui sur lequel j'ai commencé dans la grosse ESN. On ne veut pas retrouver du code comme ça sur des projets récents et on a besoin justement d'avoir du code qui correspond à nos standards de qualité, qui correspond à notre contexte technique, etc. Et pour autant, quand ces outils sont sortis en 2021-2022, ils n'ont pas du tout mis le focus sur la qualité. Quand on regardait le marketing de GitHub Copilot ou d'autres solutions, on était plus sur de la production de code, comment on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens dans les équipes qui utilisent ces outils et qui produisent beaucoup de code. Donc on était beaucoup sur la production de code, le nombre de lignes de code produites, etc. Mais on mettait un peu la dette technique de côté. Et le risque, justement, c'était que à utiliser beaucoup d'agents IA pour générer du code de mauvaise qualité, en fait, on fait de la dette technique, on va dire avec un peu de délai, qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an et là, en fait, on va être incapable de reprendre ce qui va se passer derrière. Donc la dernière évolution qu'on a fait sur l'entreprise, hein, Pacmind, ça a été de se dire, comment on s'intègre à ces agents IA pour leur transmettre le bon contexte technique justement des équipes, les bons standards, des bonnes recettes, on va dire de développement qu'on va avoir en interne et s'assurer que ces agents IA, que ce soit Copilot, Cursor, Augment, Cloud Code ou autre, appliquent à la lettre nos standards, nos recettes, et cetera, pour qu'on puisse en fait itérer plutôt sur l'input, donc sur ce qu'on va transmettre à ces agents, et qu'on ne n'itère pas sur l'output, ce que font la plupart des entreprises, c'est-à-dire j'ai du code généré par l'IA, c'est pas forcément ce que je voulais, j'itère, c'est repris en revue de code, et cetera. Et c'est là justement où on perd beaucoup de temps. OK, super intéressant, le lien entre la technique et l'humain, je trouve. Et chez Pacmind, c'est une entreprise de quelle taille? Vous êtes toujours à Bordeaux ou? On est une dizaine de personnes aujourd'hui, donc on a pas mal de gens qui nous accompagnent aussi, qu'on compte pas forcément dans l'équipe, hein. On est en full remote, donc on a des bureaux, enfin le siège qui est quand même à Bordeaux. Moi, je suis, juste en dessous de Royan là, donc en bord de mer, en full remote. On a des gens qui sont à La Rochelle, à Besançon, notre CEO qui est à Boston. Donc on a une équipe qui est assez distribuée et le fait d'être en full remote d'ailleurs, ça arrive évidemment avec le Covid comme la plupart des entreprises, mais ça nous force aussi à avoir une culture de l'écrit et une organisation qui est, beaucoup plus carrée que ce qu'on avait, avant justement quand on se voyait, tous les jours dans les locaux. Et je trouve que le fait que ça nous force à avoir, cette culture et ces contraintes et cette rigueur, c'est super intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut transmettre aux agents IA. J'en parlerai justement dans mon talk, mais l'idée c'est que, ces agents qui vont travailler avec nous dans le quotidien,
Ils n'ont pas la capacité de nous écouter, tout le temps, de comprendre, nos sentiments quand on se parle et cetera et donc ils vont bénéficier que de ce qu'on a écrit, que de ce qu'on a inscrit quelque part et si on n'a pas une culture comme ça de l'écrit justement, de la transmission, on va avoir du mal à communiquer avec ces agents et ils vont faire, des choses assez génériques qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Donc on va dire que le côté full remote qu'on a, nous a aidé aussi à bien appréhender ces outils et à pouvoir, les utiliser dès le début avec beaucoup de contenu, beaucoup de contexte qu'on a pu leur transmettre. Chez Pacpine, vous accompagnez donc des entreprises, justement pour, les aider, avec vos outils à améliorer la qualité de leur code et cetera. Du coup, enfin, c'est le marché, enfin, de Pacpine, c'est européen, c'est mondial, et quelle est un peu votre vision, du marché actuel? Alors en fait, ça va s'adapter, ça va être important pour toutes les entreprises qui font de l'IT, qui font du développement logiciel. Par contre et c'est, justement ce que c'est le 1er point, important que je partagerai dans le talk, c'est vraiment qu'il y a une hétérogénéité qui est énorme entre les entreprises. Comme je le disais au début, donc il y a quelques années, c'était surtout, celles qui avaient, pas de test, celles qui avaient du code de mauvaise qualité versus, les entreprises qui avaient travaillé sur la qualité, sur l'architecture et cetera. Maintenant, en fait, ces entreprises qui ont investi justement sur la qualité, sur la culture de l'écrit et cetera, on les retrouve souvent en avance par rapport aux autres sur l'utilisation de la Gen AI et donc sur la productivité qu'elles vont avoir en utilisant des outils comme Copilot ou autres. Parce que, justement, elles ont un code de bonne qualité avec des standards carrés qu'elles peuvent transmettre à ces outils-là et donc ces entreprises vont être vachement plus, performantes. Donc ça, c'est super intéressant et pour nous, en termes de marché, ça veut dire que vu qu'on on fait une solution qui va nous permettre en fait de faire confiance à l'intelligence artificielle à l'échelle quand on fait du développement. Évidemment, on cible des entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, on voit quand même encore beaucoup de monde qui soit n'ont pas d'outils comme GitHub Copilot ou d'autres solutions comme ça, ou alors démarrent juste. Donc c'est encore en phase de POC avec ces outils-là. Ensuite, on a des entreprises qui utilisent ces outils, mais vraiment, on va dire à 10 des capacités, c'est-à-dire j'utilise l'autocomplétion de Copilot et je me retrouve avec un IDE un peu plus performant que ce que j'avais avec mon IntelliJ, de base, par exemple. Mais en fait, je bénéficiais pas vraiment des gains de productivité que je pourrais avoir avec l'IA et donc on a des entreprises qui vont plutôt utiliser d'agentique et qui vont utiliser le mode agent de ces solutions-là et donc qui vont, passer en mode, vraiment, eux, les copilotes de copilote qui va rédiger du code et donc comment est-ce qu'eux, ils se comportent bien en tant que copilote pour transmettre les bonnes informations et nous, on va vraiment adresser ces entreprises-là qui sont en train de faire ce mouvement, vers la partie, agentique. C'est un marché qui évolue très, très vite. Il y a 6 mois, il était, on va dire, assez émergent. Aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement différent et ce qui est bien, c'est que des entreprises se rendent compte que c'est la course, on va dire, à ceux qui seront les plus productifs et qui tireront le plus de bénéfices de ces solutions d'IA et donc tous les budgets sont mis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui nous sont dit: «Les budgets sont coupés sur, telle solution et cetera». Par contre, on a des lignes budgétaires sur la partie intelligence artificielle. Évidemment, toutes les entreprises, évidemment, toutes les startups se mettent vite sur la partie intelligence artificielle parce qu'on sait qu'on va avoir des budgets là-dessus. Mais en gros, voilà, nous, on va quand même avoir, ce qu'on appelle notre ICP, le Ideal Customer Profile, qui est vraiment ciblé sur des entreprises qui sont quand même, assez grandes pour avoir ces problématiques de scale. Donc on va dire au moins 30-50 développeurs et qui justement cherchent à obtenir des bons bénéfices avec l'intelligence artificielle. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des moments, des rencontres ou peut-être des lectures d'ailleurs, qui, t'ont inspiré et qui t'ont aiguillé finalement dans tes choix professionnels? Alors effectivement, ça a été, en fait, ça a été surtout ça l'évolution de ma vie professionnelle, ça a été des rencontres. La toute première, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'était Xavier Blanc qui est directeur du labo de recherche de Bordeaux. Donc tout de suite, cette rencontre, ça m'a permis de rentrer dans le bain de la gestion de la dette technique, de la qualité logicielle, du côté recherche aussi. On a fait beaucoup d'articles de recherche, autour de, justement cette partie qualité logicielle. Donc là, c'était, on va dire la phase, très recherche pendant les premières années de la startup qui était, vraiment super intéressante. Ensuite, il y a plein de choses que évidemment qu'on connaît pas quand on sort de l'école et notamment j'ai eu des rencontres dans des conférences, donc c'est surtout les conférences qui m'ont aidé à rencontrer des gens. Alors j'ai même, organisé, BDX.io à Bordeaux, puis, des Agile Tours et cetera, ce qui permet de rencontrer encore plus de monde. Et dans ces conférences, j'ai rencontré des gens comme, Julien Topsu ou Cyril Martrer, très influents sur, le software craftsmanship justement, la partie, artisanat logiciel et qualité. Et à ce moment-là, du coup,
on a vu en fait que les concepts clés du software craftsmanship étaient, ultra importants par rapport au message qu'on véhiculait, et à notre solution. Donc on a tout fait pour intégrer justement ces concepts dans notre solution au mieux. Ce qui m'a amené aussi à faire un peu d'enseignement en école. Donc j'ai fait pas mal de cours justement et d'interventions autour du software craftsmanship, pas mal de conférences évidemment autour de ça. Donc ça a été, voilà, quelques années, vraiment focalisé là-dessus. Et ensuite, au fur et à mesure justement des échanges, je suis rentré en contact avec, Dimitri Bali, dans l'organisation aussi de TechRock, qui m'a fait découvrir TechRock. Donc là, ça a été un accélérateur évidemment vers, beaucoup plus de rencontres, très rapidement, des rencontres de super qualité. Et donc grâce à Dimitri, j'ai pu rencontrer des gens comme, Fabrice Bernard de Théodo, Régis Medina, qui, là, parlaient beaucoup de Lean. Donc on n'est plus vraiment sur le software craftsmanship, mais on est sur de mouvements en Lean, avec d'autres méthodologies, ultra intéressantes comme, Dantotsu, qui est, une méthodologie, par exemple, pour apprendre de tous les bugs qu'on a eus, de toutes ces erreurs et de se dire, à chaque fois que j'ai un bug sur, notre production ou quoi que ce soit, je vais essayer de comprendre la root cause justement de ce bug-là. J'ai tout un process en fait que je peux mettre en place pour m'assurer que plus jamais dans l'histoire de l'entreprise, on ait le même type de problème qui reviennent. Et donc là, ça passe par la culture de l'écrit, évidemment, il faut tracer ce qui s'est passé derrière, la culture aussi de l'amélioration continue dans les équipes, donc de prendre ce recul à chaque itération sur qu'est-ce qu'on peut améliorer sur notre manière de faire, etc. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on avait intégrées dans Pacmine avant que l'intelligence artificielle arrive un petit peu partout. Donc tous ces concepts, on a essayé en fait de les transcrire dans la solution. Et ce qui est super intéressant, je trouve, et ça fera aussi un petit peu la trame justement de mon talk, c'est que, le software craftsmanship et le lean, c'est des mouvements super importants, que certaines entreprises poussent à fond et ont des résultats, exceptionnels, comme, Conto par exemple, ou des entreprises de ce type-là avec le lean. Et pour autant, je trouve que c'est des mouvements qui ont, échoué globalement, dans l'entreprise, dans l'industrie, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans le monde, hein. En fait, on a très peu d'entreprises qui suivent ces mouvements ou très peu d'équipes qui sont, ce qu'on pou enfin qui vont suivre les concepts du craft, du lean et cetera. Ça reste vraiment une minorité des entreprises, hein, en France ou dans le monde. Et quand on en parle justement avec Julien ou avec, les autres personnes, c'est quand même le constat. On va rester sur une niche. Donc nous, c'était ce qu'on s'était dit un petit peu au début, c'est, voilà, est-ce qu'on est vraiment en train de travailler sur une niche en faisant du craft et du lean? Ce qui peut faire peur, surtout aux investisseurs. La réalité, c'est que maintenant, toutes les entreprises veulent passer à l'agentique et au développement avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, si elles veulent obtenir des vrais résultats et justement des vrais gains de productivité, elles doivent embrasser maintenant ces mouvements qui sont le software craftsmanship et le lean et cetera, qui en fait vont nous pousser vers une culture de l'écrit, qui vont nous pousser vers une excellence technique sur, comment est-ce qu'on gère justement notre architecture et cetera. Sur, le côté mentoring aussi qu'on va avoir derrière. Avant on le faisait avec, des personnes juniors, qu'on allait mentorer et cetera, qu'on allait essayer d'aider. Maintenant, c'est notre GitHub Copilot qui est notre padawan, on va dire, et on doit lui, transmettre, justement toutes, les choses qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie avec, tous les apprentissages même de l'entreprise. Plus on a une grosse entreprise, plus on doit avoir d'apprentissage et plus ça va être impactant pour, ces agents IA. Et ça me fait assez plaisir de voir que ces mouvements qui auraient pu tomber un peu dans l'oubli parce que au début, en fait, de la sortie de Copilot, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, «Ah maintenant le craft, le TDD, l'archi et cetera, c'est mort complètement parce que, on va faire du vibe coding. On va, donner des prompts assez génériques, on va avoir un résultat, regardez en 5 minutes, j'ai eu un truc que j'aurais pu faire en 2 mois, c'est génial et cetera». Ouais, alors ça marche pour, des petits POC qu'on veut faire, rapidement, pour des choses assez simples. Évidemment, après plusieurs années d'utilisation, on le voit avec tout le monde, ça passe pas du tout à l'échelle dans des conditions, complexes parce qu'en fait, l'IA, elle est là pour générer du code, c'est bien, mais le plus important, c'est la compréhension du métier, du besoin, des specs, de l'architecture, de nos contraintes et cetera. Et donc on a besoin justement d'aller plus loin que du vibe coding. Et donc ce qu'on voit avec le craft et le lean, ça se rapproche à maintenant ce qui s'appelle du, context engineering, qui est l'évolution du vibe coding, on va dire. Il y avait le vibe coding, pour les gens qui sont un peu has-been sur, voilà, on fait du vibe coding, c'est très bien, on envoie des prompts, on a du code et puis, ça nous donne des bons résultats. Maintenant, les gens parlent beaucoup plus de context engineering, c'est-à-dire comment je transmets le bon contexte à mon agent, ou mes agents qui vont travailler pour moi, pour qu'ils puissent faire en autonomie une tâche complexe, des tâches complexes et derrière que j'ai pas à itérer et à passer, 4 jours à retravailler ce qui a été produit, où là, je veux vraiment perdre du temps.
Donc c'est bien parce que je trouve que le contexte engineering, j'ai vu assez peu de posts ou de personnes parler de ça, mais c'est un peu la vision que j'ai. Alors ce serait intéressant justement que j'en parle avec, d'autres personnes, même au Summit. C'est vraiment que le contexte engineering, ça reprend aussi, justement tous ces apprentissages qu'on a eu pendant des années avec, le craft, le lean. Bon, beaucoup d'inspiration, et d'échanges, apparemment avec d'autres CTO, d'autres, tech leaders et justement sur cette notion de tech leader, il y a une question qu'on aime bien poser à tous nos, speakers et à tous nos participants au podcast. C'est, qu'est-ce que c'est pour toi un ou une tech leader? Parce que c'est un terme, bon, qui peut vouloir dire un peu tout et n'importe quoi et du coup, déjà, c'est quoi pour toi? Et pour toi, quelles qualités il faut avoir pour être, un bon tech leader? C'est une super question parce que justement c'est, des discussions qu'on a eues avec beaucoup de personnes, que ce soit dans la communauté tech rock ou, dans des conférences. Justement, quand on reprend les valeurs du software craftsmanship sur, le mentoring, sur, le compagnonnage, en fait. Vraiment, ça reprend beaucoup de concepts qui viennent justement du monde industriel, de l'industrie, de l'artisanat, où on va avoir, justement cet apprentissage, continu avec tout le monde. Et ça donne tout de suite l'image de qu'est-ce que c'est quoi un mauvais tech leader? Ou une mauvaise tech leader. Pour moi, c'est des personnes qui, arriveraient avec, un playbook dans leur tête d'une solution, technique, par exemple, ou d'une solution précise et qui iraient essayer de le pousser dans n'importe quel contexte, qui vont pas s'adapter justement à leur contexte et j'en ai vu beaucoup des gens comme ça, qui avaient, une vision de quelque chose, même ça peut être technique, hein, je sais pas, du TDD ou d'autres choses et de se dire: «Ben, moi, j'ai appris que ça, c'était la bonne manière de faire, donc je viens te répéter que c'est la bonne manière de faire». Ça, pour moi, c'est plutôt, quelqu'un qui va exécuter quelque chose et qui peut être très bon techniquement, hein, d'ailleurs, sur, de l'architecture hexagonale ou autre, mais qui va pas du tout nous aider à progresser dans l'entreprise. À l'inverse, pour moi, un ou une, bon, tech leader, c'est quelqu'un qui comprend complètement son contexte. Son contexte, c'est les contraintes qu'on va avoir. Par exemple, chez nous, la contrainte, c'est qu'on est, 10, on n'a pas 50 développeurs, développeuses et donc on n'a pas la capacité d'aller aussi vite que, Cursor ou Copilot et cetera sur plein de choses. Donc on va pas aller forcément, chercher des fonctionnalités qu'ont déjà ces outils-là. Les contraintes, ça va être, justement, à qui on s'adresse, c'est quoi notre marché, c'est quoi nos compétiteurs et cetera et donc en fonction de tout ça, du niveau des personnes de notre équipe aussi, est-ce qu'on a des gens en reconversion? Est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt experts? Est-ce qu'on a des gens qui s'entendent bien ou pas? Parce qu'il y a l'aspect humain qui est important. En fonction de tout ça, de toutes ces contraintes et évidemment des objectifs qu'on a, donc de la valeur qu'on veut fournir, on doit être capable, en tant que tech leader, de prendre tout ça, de tout mélanger, de tout bien orchestrer, organiser et d'obtenir dans le temps imparti, parce qu'en fait, notre contrainte sur laquelle on ne peut jamais déroger, c'est le temps. Le temps, il s'écoule et si on a un mois pour faire quelque chose, on a un mois pour faire quelque chose. Qu'on soit 4000 ou qu'on soit 10, c'est pareil. Et donc, comment on peut faire pour, avec nos contraintes justement, délivrer le maximum de valeur, donc faire tout ce qu'on a pu pour délivrer le maximum de valeur dans le temps imparti. Et vraiment, cet aspect-là, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension du marché, de la technique, de tout ce qu'on va avoir derrière comme contrainte. Et c'est là où l'IA pourra pas nous remplacer, je pense, parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, voilà, à transmettre tout ça à une intelligence artificielle, en gros, c'est prendre tout ce qu'on a dans le cerveau et de transmettre. Donc, c'est juste pas possible. Et c'est là où on a besoin d'humains pour moi. Et donc, quelqu'un qui est un bon tech leader ou une bonne tech leader, c'est quelqu'un qui est capable justement de savoir comment ne pas gaspiller son temps et donc regarder en arrière et se dire voilà, ce qu'on a fait, c'est le mieux qu'on ait pu faire. Donc, même si on s'est planté, je sais pas, pour X ou Y raison, on a fait vraiment du mieux qu'on a pu. On a découvert des choses petit à petit, on s'est adapté, et cetera. Mais on a réussi à ne pas gaspiller notre temps. Donc, ouais, c'est vraiment sur ça que je mettrai l'accent. OK, super, super intéressant et enfin, ce que je trouve super intéressant et ça c'est le parallèle entre, ce que tu as dit sur l'IA tout à l'heure, le context engineering, donc apporter du contexte et là aussi tu reparles de contexte, d'avoir, que le tech leader, le ou la tech leader, doit, avoir tout le contexte de son entreprise, dans sa tête quoi et que finalement, les 2, enfin voilà, il y a un parallèle un peu entre les 2, c'est que, faire des choix, c'est faire des choix par rapport à une situation donnée, un contexte donné, à un instant donné et aussi le parallèle sur l'amélioration continue puisque là, c'est ce que tu viens un peu de décrire aussi sur le fait que, avec les éléments qu'on avait, on a peut-être qu'on n'a pas, eu le résultat qu'on aurait espéré, mais en tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait avec, les éléments qu'on avait et ce qui compte, c'est aussi de faire le bilan et de s'améliorer pour la suite, quoi. Donc super intéressant et
Bah, je te propose que tu nous, parles un peu de ton intervention, au Tech Rock Summit, sans évidemment, tout dévoiler pour que les gens viennent écouter, la conférence, le 1er et le 2 décembre. Est-ce que tu peux, voilà, en quelques mots, nous dire, de quoi tu vas parler, quel va être le sujet et aussi pourquoi c'est important pour toi de parler de ça? C'est un sujet qui va tourner autour de la productivité des équipes de développement avec la Gen AI. Donc, un sujet plutôt dans l'air du temps, en tout cas. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans ce talk, c'est, partager vraiment le retour d'expérience qu'on a pu avoir, qui est un mélange de retours d'expérience, en fait, d'autres entreprises. On est allé, par exemple, avant l'été à San Francisco, dans les locaux de Meta pour voir, justement des meet-up sur, la productivité, avec la Gen AI. Donc il y avait des gens de Uber, des gens de Netflix, des gens de Microsoft, de Meta qui étaient là et qui partageaient leur retour d'expérience sur, ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien et cetera. C'est des choses qu'on a pu avoir aussi beaucoup en France. Là, on y retourne au mois d'octobre. On retourne à New York dans 2 semaines au Lead Dev New York. On retourne à GitHub Universe à San Francisco à la fin du mois. Donc vraiment, la chance qu'on a, chez Pacmind, c'est que on est un peu neutre, on va dire. On n'est pas, une entreprise qui développons, un produit très, très précis. On travaille en fait sur les gains de productivité pour les entreprises IT. Donc ça fait que depuis 10 ans, on rencontre beaucoup, beaucoup de CTO, de personnes tech leaders justement sur, ces équipes-là et on leur pose toujours la même question. C'est quoi tes problématiques autour de la productivité? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et cetera. Donc là, l'idée, de cette conférence, c'est vraiment que je puisse partager un état de l'art déjà aujourd'hui, fin 2025, de, comment les entreprises utilisent la Gen AI et pourquoi on a des gains de productivité qui sont aussi différents des équipes d'Anthropic, des équipes enfin voilà, des banques et des assurances en France, et cetera. C'est assez énorme en fait, l'hétérogénéité, le terrain se creuse, le fossé se creuse mais vraiment énormément et donc je vais essayer de partager des tips aussi sur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et c'est quoi les bonnes choses à faire pour réellement gagner en productivité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme le mouvement Craft ou Lean. Il y a des choses très, très simples à mettre en place, mais vraiment, que n'importe quelle entreprise, même, une équipe avec que des gens en reconversion pourrait mettre en place et qui les rendrait 10 fois plus performantes qu'une équipe avec que des seniors. Et ces tips, en fait, on peut les voir qu'en discutant avec les gens, qu'en voyant justement sur le terrain comment ça se passe. Donc le but de ma présentation, voilà, c'est d'essayer de partager ce retour sur, l'état de l'art aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger et qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement pour justement progresser et donc ça va évidemment parler de context engineering qui est, un des éléments clés justement pour réellement gagner là-dessus. Mais pas que ça. Il y a vraiment, plein de choses qui tournent autour de ça et qui sont assez faciles à mettre en place. Le but, c'est pas de sortir un framework, safe numéro 2 en 50 étapes, que personne ne pourra appliquer. Donc en tout cas, c'est oui, super intéressant, comme prise de parole et je pense que, ça va permettre au public de prendre du recul, sur leurs pratiques et aussi, sur, avoir une vision, un peu, 360 sur ce qui existe en dehors de leur entreprise. Parce que je pense que c'est aussi pour ça que les tech leaders viennent, à la conférence, quoi, pour avoir un peu, pour s'ouvrir à d'autres, pratiques. Et par contre, je pense que ça va être, un enjeu, pour toi de préparer, ta conférence, sachant, la vitesse à laquelle ça évolue, en ce moment. Tu vas devoir, modifier le contenu de ta conférence peut-être jusqu'au dernier moment. Mais bon. Ouais, je suis déjà en train de le faire, régulièrement. Effectivement, ça va tellement vite que, je sais qu'on doit envoyer des slides, par exemple, un petit peu avant. Si ça se trouve, voilà, c'est pour ça que je vais essayer de faire des slides assez génériques avec très peu de choses dedans. Parce que je pense que jusqu'au dernier moment, comme tu le dis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait, des dingueries qui sortent de certaines entreprises ou quoi que ce soit en novembre, par exemple. Donc ouais, le but, c'est pas que je fasse une conférence de, comment c'était bien en juillet, d'utiliser l'intelligence artificielle. Non, c'est, vraiment le jour J, c'est quoi l'état de l'art, et cetera. Bah, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ces quelques éléments et maintenant les auditeurs, te connaissent mieux et vont, venir le 1er et le 2 décembre pour, t'écouter. Je sais plus, tu passes le quel jour? Je passe de 2 donc le mardi, vers 15 ou 16 heures. J'espère que ça aura donné envie, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de venir t'écouter, le jour J. Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était, vraiment très riche et très intéressant. J'adore,
voilà, ce parallèle tech et humain, c'est vraiment, ce en quoi je crois le plus. Bonne journée à toutes et tous, on se retrouve pour le Tech Rock Summit 2025 les 1er et 2 décembre au Théâtre de Paris. Ben merci beaucoup Nathalie. Merci à toi pour, toutes tes questions et effectivement tous les échanges qu'on a eus, pendant le podcast et même avant le podcast sur ce sujet. Effectivement, je reprends ce que tu dis, mais, pour moi le point principal c'est, d'avoir ce mix entre, l'humain et la technique. Ça a toujours existé et maintenant, pour bénéficier justement de tout ce qui sort avec l'intelligence artificielle, c'est comprendre, comment l'humain vient s'insérer là-dedans et donc en fait, on refait encore une boucle avec quelque chose qui existait déjà, hein. Ça existait largement avant l'intelligence artificielle. En fait, les entreprises, voilà, vont être obligées, toujours pareil, de travailler sur l'humain, sur, les interactions, la culture et cetera. Donc merci encore pour tous les échanges et pour cette interview. Merci Arthur.